un petit mot sur ce titre que je vous propose. Ça peut paraître un jugement de valeur, peut-être une façon dépréciative de voir les choses, puisque j'ai intitulé cette conférence « Le docteur Angélique face aux démons de la psychologie sans âme ». C'est ce mot, effectivement, psychologie sans âme. Est-ce que je porte un jugement, là, sur la psychologie moderne ? Et de façon arbitraire, a priori, je décide qu'elle est sans âme. Non, pas du tout. Ça n'est pas un jugement de ma part, c'est une affirmation, c'est une revendication même d'un psychologue du 19e siècle qui s'appelait Théodule Ribot, et c'est un des pères de la psychologie expérimentale, et il revendique cette psychologie sans âme, au nom justement d'une psychologie expérimentale, positive, scientifique, j'allais dire presque laïque. Il fait fi de toutes les données métaphysiques. Or, l'âme, c'est métaphysique. On n'a jamais, sous le scalpel, en ouvrant, par trépanation, un cerveau, trouvé l'âme de qui que ce soit. Donc, ça ne peut pas être l'objet d'une discipline scientifique. Alors, il a fait évidemment un peu scandale. Pourquoi ? Parce que l'étymologie elle-même, psyché logos, ça signifie le discours, l'étude de l'âme. Alors, on se trouvait brusquement avec une étude de l'âme sans âme. Donc, c'était la psyché logos sans psyché. Et c'est une mentalité, évidemment, que nous connaissons, c'est celle des, je vous le disais, des positivistes, des scientistes, qui, au fond, récusent toute intrusion de la métaphysique dans leur discipline, considérant qu'elle n'a pas sa place, que la philosophie et la métaphysique n'ont pas leur place dans la science psychologique. Et il faut savoir qu'Aristote, comme saint Thomas, eux, sont les représentants d'une psychologie. Elle existe, mais elle est philosophique et elle est même métaphysique. Il y a une âme, il y a un principe métaphysique. Alors vous allez dire, bon, c'est des querelles de spécialistes, ça ne nous regarde pas vraiment. Si, quand même, prenons un cas très très concret. Supprimer la dimension métaphysique de la psychologique, c'est s'interdire tout ce qui ne tombe pas sous le microscope, si vous voulez, ou sous le scalpel, tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas objet de mesures de type scientifique. Ça veut dire qu'on va se contenter des lois physico-chimiques. Ça veut donc dire que quelqu'un qui est déprimé, qui souffre psychologiquement, se verra prescrire par un médecin un comprimé. Il souffre, la réponse est chimique. Il souffre, on lui donne des molécules. Or, il va sans dire qu'à ce moment-là, le patient est quand même mal à l'aise et se dit, mais est-ce que véritablement, il n'y a pas à se poser un petit peu d'autres questions ? Est-ce que ça se soigne simplement avec le lithium, ma psychose maniaco-dépressive ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions en moi qui sont elles aussi impliquées, qui sont concernées ? Est-ce que mon rapport au réel ? Est-ce que la façon dont je considère mes contemporains ? La façon dont je me vois moi-même ? Ah mais on veut dire, mais ça c'est métaphysique. C'est personnel, c'est subjectif. Ça ne nous regarde pas. Donc là, on voit que c'est assez difficile. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de traiter cela il y a quelques années, je ne vais pas revenir sur cette question. Cette conférence existe dans les archives de l'Institut universitaire Sapidis et elle est intitulée « Les déprimés ont-ils besoin de comprimés ?» J'ai décidé de me renouveler un petit peu quelques années après et je me suis dit, je vais essayer de voir, est-ce que la psychologie métaphysique peut avoir un intérêt ? Et je vais prendre une pathologie nouvelle, inédite, qui évidemment n'existait pas du temps de saint Thomas, encore moins d'Aristote,
une psychologie que mettent un certain temps à analyser, mais ils parviennent un peu. Les psychologues, mais des psychologues très particuliers, ce sont les psychologues en entreprise. Il y a une nouvelle pathologie qui existe dans les entreprises et qui porte un nom, on a créé un nom pour elle, c'est l'infobésité. Vous voyez très bien de quoi il s'agit. Inflation de l'information, c'est ça, l'infobésité. Comment est-ce qu'on digère, comment est-ce qu'on assimile, est-ce qu'on peut s'en sortir ou pas? Et là, c'est très intéressant parce que la démarche de ces psychologues d'entreprise, c'est pas du tout la démarche de philanthropes qui se posent des questions sur les états d'âme, les titillations et les palpitations de dames du 16e arrondissement. Il s'agit purement et simplement de savoir si on a des cadres qui sont encore opérationnels, efficients, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que l'entreprise tourne? Est-ce qu'on produit des richesses? Ou est-ce qu'on est à l'arrêt parce que, au lieu d'avoir des états de service, ils n'ont plus que des états d'âme? Nos cadres. Je vous décris un tout petit peu ces choses, vous allez voir que c'est assez concret. Ces psychologues vous disent, si l'on alimente mal et trop et mal notre corps, on souffre évidemment d'obésité. C'est la même chose pour le cerveau. Là, ça va être l'infobésité. Et ça peut mener, c'est ça qui est grave, ça peut mener à une forme de, parce qu'ils parlent beaucoup plus anglais que français, c'est des psychologues, de burn-out, donc de dépression. Il parle là de surcharge informationnelle, de surinformation. C'est un concept désignant l'excès d'informations reçues par une personne qu'elle ne peut traiter ou supporter sans porter préjudice à elle-même ou à son activité. Ce concept peut recouvrir plusieurs concepts de surcharge, ou ça sera une surcharge cognitive, trop de connaissances, sensorielle, trop de stimuli sensibles, communicationnelle, plus communiquer avec le collègue, ou une surcharge de connaissances qu'on n'arrive plus du tout à ranger, trier, classer. Cette pathologie est intéressante parce qu'elle est nouvelle, elle est réelle. Il suffit de voir d'ailleurs, non pas en entreprise, mais simplement dans les transports en commun, la façon dont les gens se repaissent, se gavent, ingurgitent en scrollant, quantité de petits stimuli, petites informations, ça dure des petites vidéos. Est-ce que c'est assimilable? Est-ce que l'on peut faire ça? Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec saint Thomas d'Aquin et la psychologie métaphysique? Je vais vous dire, regardons déjà comment ces psychologues, qui eux, dans la droite ligne de Théodule Ribot, ont décidé de récuser toute métaphysique. Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent comme solution? Qu'est-ce qu'ils proposent comme remède? Là, je ne suis pas dans une psychologie clinique du genre comprimé, Xanax, lithium, Valium et géranium, pour les adeptes des huiles essentielles. Non, là, on est en entreprise. Il faut être efficace, il faut tout de suite trouver des solutions. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Et au fond, la question que je me pose, c'est eux qui vous disent, mais nous, on est des rationalistes, on est des positivistes, on est des scientifiques. Votre philosophie médiévale, gothique, on n'en veut pas, on n'en a pas envie. À cela, je leur réponds, fort bien. Vous n'en avez pas envie, mais vous en avez peut-être besoin. Nous allons voir si cette démarche est légitime ou pas du tout. Alors regardons un petit peu plus avant. Dans notre constat, cette espèce de diagnostic intéressant, alors c'est très étudié. Là, je tire cela d'une revue peu suspecte de traditionnalisme excessif, l'expansion, Management Review, et on nous dit bien
Le constat est sans équivoque. 74% des managers déclarent souffrir de surinformation et d'un sentiment d'urgence généralisé. 94% pensent que la situation ne peut que se détériorer. Le ressenti de la surcharge informationnelle est étroitement corrélé à la surcharge d'activité et au sentiment d'urgence. Évidemment, plus vous avez d'informations et plus on vous dit qu'il faut traiter ça dans la seconde. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs avec quelle compulsivité vous répondez à vos mails. 68% des salariés ont le sentiment de devoir prendre des décisions dans un laps de temps de plus en plus court. La réactivité, la proactivité, l'adaptation au changement et ces outils, les agendas partagés, les téléphones, ordinateurs mobiles, les technologies de l'information et de la communication. Vous connaissez tout ça ? La surcharge informationnelle forme une sorte d'injonction paradoxale, une obligation à communiquer, partager, se coordonner, une interdiction de ne pas répondre. Et en même temps, le sentiment de contribuer à cette pollution. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Il y a quand même une chose assez intéressante, c'est-à-dire qu'il montre aussi un des effets. Lorsque vous avez non seulement ce sentiment d'urgence, vous recevez de plus en plus d'informations, il faut répondre de plus en plus vite, mais il y a aussi le fait qu'on en reçoit tellement qu'on en est gavé, paralysé, tétanisé. On ne peut plus rien faire. Et là, vous avez des gens qui engrangent des informations et qui ne sont plus capables de restituer quoi que ce soit. Ils n'arrivent plus à dégager l'essentiel de l'accidentel, l'urgent du moins pressé, et ils sont là dans une forme évidemment de tyrannie. Et pour une entreprise, encore une fois, c'est dramatique parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent plus prendre de décision, ils ne peuvent plus non plus créer, ils ne peuvent plus composer, ils ne peuvent plus produire. Ils absorbent comme une éponge fantastique, mais ils n'arrivent plus à produire quoi que ce soit. Ce spectacle a l'air de vous tétaniser, j'en suis heureux. Qu'est-ce qu'ils nous proposent comme solution ? Ils nous proposeront des solutions scientifiques. Et là, on va dire même un petit peu dans le monde de l'entreprise, des solutions purement managériales, d'organisation. Et c'est tout. Vous ne verrez pas un quart de seconde ces psychologues se poser la question de la cause efficiente, de la cause finale dont nous parlons, les deux causes extrinsèques, de la cause matérielle et de la cause formelle. Ils sont surtout dans le comment, dans le combien, et jamais vraiment dans le pourquoi, ou alors dans le pourquoi immédiat. Et ça aussi, c'était aussi frustrant que de s'entendre dire « oui, je souffre, voilà, une molécule va vous guérir ». Alors qu'est-ce qu'il propose ? C'est extraordinaire de voir, après le diagnostic, c'est de voir toute l'ordonnance qu'ils peuvent, alors dans un sabir extraordinaire. Vous avez des solutions techniques. Le web sémantique propose un filtrage intelligent des données par l'intermédiaire de robots autonomes, les agents intelligents. C'est une solution, il n'y a aucun doute. Donc là, on va trier pour vous, c'est un robot qui triera pour vous. Vous avez aussi la curation de contenu, laquelle représente, pour Marc Rougier, fondateur de Scoop.it France, vous prenez des notes, la conjonction de 3 axes qui consiste à sélectionner, organiser ou éditer, puis partager du contenu existant. Vous avez aussi, autre technologie dont on nous prévient qu'elle est intéressante, les métadonnées. Les moteurs de recherche apportent un tri intelligent et écartent les informations parasites. Donc c'est encore des machines qui vont vous classer. Ça n'est pas vous qui allez déterminer ce qui est essentiel et ce qui est accidentel. C'est à la machine. Vous avez aussi dans des jeux, moi je découvrais tout ça avec ravissement, le text mining ou fouille de texte. En face, cela extrait les principales tendances et répertorie de façon statistique les différentes thématiques évoquées dans un texte volumineux sous un format numérique. Avec ça, donc, on subit comme une espèce de cure d'amaigrissement de cette infobésité, mais c'est entièrement fait par d'autres machines.
Vous avez des solutions dont on vous dit aussi qu'elles sont méthodologiques. Et là, j'ai appris ce qu'était que le knowledge management, le management de la gouvernance de l'information. Alors, je vous laisse voir, si vous voulez, par vous-même. Tout ça est quand même, me semble-t-il, inquiétant parce qu'on ne voit pas où est la dimension humaine, où est la dimension, oui, métaphysique. Or, un auteur nous dit il est quand même très très difficile de se passer métaphysique, c'est le père Sertillanges. Il dit ça à un endroit, comment est-ce qu'on peut proposer, et c'est le cas quand même de la psychologie, des lois à l'être, sans faire, l'être humain, sans prendre en compte sa dimension métaphysique. C'est-à-dire, ce qui vous semblait, à juste titre, extrêmement paradoxal, une psychologie de l'âme sans âme, comment s'intéresser à l'homme sans âme. C'est cela qui est intéressant. Et là, on se dit, évidemment, le titre prend toute sa dimension. Qu'est-ce que saint Thomas peut apporter à un homme qui aurait été désanimé, déshumanisé, puisqu'on lui aurait retiré son âme? Principe formel, mais métaphysique. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Là, on se dit, il y a certainement quelque chose. Mais laissons de côté ces analyses modernes, et je voudrais vous montrer, dans un autre texte, une approche un peu plus réaliste, moins décevante, moins frustrante, celle que faisait en 1940 le philosophe Gustave Thibon, qui déjà en 1940 parlait, lui, alors non pas d'infobésité, mais de surexcitation émotionnelle. Il parlait de la vie urbaine. Alors évidemment, ça sera intéressant de comparer la vie urbaine en 1940 et la vie urbaine aujourd'hui en 2024 à Paris. Mais voici ce qu'il faisait. Et là, alors, on commence à avoir une approche réaliste, métaphysique, et on se dit, c'est peut-être là qu'il faut chercher la solution. Et peut-être là que saint Thomas peut nous apporter un remède. Thibon disait qui trop embrasse mal étreint. Cela est vrai aussi dans l'ordre des sentiments. Il n'est pas plus possible à un homme de répondre à toutes les excitations affectives que d'apprendre toutes les sciences ou de faire tous les métiers. Ici, Thibon met en perspective l'âme humaine pour un réaliste, pour un thomiste. Ce n'est pas simplement une capacité de connaissance. Dans l'âme humaine, vous avez deux phénomènes fondamentaux, la connaissance et l'appétit. À deux niveaux, un niveau sensible, la connaissance sensible passe par les 5 sens externes et ce que les scolastiques appellent les 4 sens internes, où se trouve en particulier l'imagination. Et puis, ces sens externes, internes, vont donner un objet à un appétit. Et cet objet va faire que l'appétit réagit, soit au niveau de l'irascible, soit au niveau du concupiscible, là où se trouvent les 11 passions fondamentales. Par exemple, la peur ne naît pas comme ça. Il faut d'abord avoir vu un ours pour prendre conscience du danger qu'il représente pour notre existence et avoir peur de l'animal en question. Ça, c'est vrai au plan sensible, mais c'est vrai aussi au plan rationnel. Nous avons une intelligence qui a 3 opérations, la simple appréhension, le jugement, le raisonnement, et elle présente un objet à la volonté. Et là, vous voyez très bien l'adage scolastique, rien n'est voulu, mais on pourrait dire aussi rien n'est désiré au niveau sensible, s'il n'est d'abord connu ou même senti au niveau sensible. Cette dimension complète, elle est là envisagée par Thibon, elle ne l'est pas chez nos bons petits positivistes de la psychologie en entreprise. Cette façon qu'ils ont d'isoler, de sectoriser les choses, font que non seulement il n'y a plus d'âme, mais même on peut penser qu'ils ne voient qu'un petit aspect. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas
cause efficiente, la cause finale, la cause immatérielle, la cause formelle, plutôt juste, on se contente du comment et du combien, mais il n'y a pas non plus cette dimension totale, connaissance, appétit, sensible, rationnel. Or, le passage du sensible au rationnel est fondamental, puisque c'est là que se trouve la distinction entre nous et les animaux, c'est-à-dire la différence spécifique. Et c'est là qu'intervient justement la connaissance proprement intellectuelle humaine, c'est-à-dire l'abstraction. Ça n'est pas vu. On voit donc que ces psychologues scientifiques, positivistes, sont quand même mutilés. Ils ont une connaissance partielle, parcellaire, et somme toute partielle, en raison de leur idéologie. Là, voyons le texte de Thibon. Il nous dit, il va y avoir un surmenage affectif. Au fond, il a raison. Trop d'informations va entraîner au niveau des passions un surcroît, une saturation de réactions. Ces stimulations vont entraîner des quantités de réactions. Et est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut absorber autant d'excitation et ne pas être soi-même déséquilibré? Est-ce qu'on peut absorber autant d'excitation? 1940. Quel spectacle nous offrent les milieux urbains modernes? Les excitations de tout ordre y sont fantastiquement multipliées. Une tension permanente est nécessaire pour évoluer dans la rue. Les affiches, les journaux, la TSF. On sortait à peine du poste à galène. Le cinéma apporte constamment à l'individu les échos du monde entier et viennent irriter son ambition, sa sexualité, sa gourmandise. Qu'est-ce qu'il en est avec aujourd'hui Internet et le téléphone portable? L'âme, disait Thibon en 40, l'âme est obligée de se protéger. Elle ne peut pas absorber autant. Elle éclaterait si elle devait réagir profondément à chacune de ces sollicitations, instinctivement, pour se sauver, pour conserver un minimum d'équilibre au sein de ce tourbillon endiablé d'excitation. Elle nivelle, elle automatise ses réactions. Trop de quémandeurs la harcèlent. Ici, cette affiche, là, ce théâtre, plus loin, cette femme aux atours provoquants. Pour répondre à tous, sans se ruiner, elle fait de l'inflation. Elle émet de la fausse monnaie. Après quelques années de ce régime, elle n'est plus capable d'un sentiment profond, d'une idée personnelle. Elle vit à la surface d'elle-même. Elle ne peut pas faire autrement. Toute sa vie, dit Thibon, s'étale en surface. Les passions et les opinions y roulent indéfiniment, mais je dirais aussi épidermiquement. Mais toute vertu de pénétration s'est envolée d'elle. Dans ce spectacle, on peut tirer la loi suivante. Les réactions affectives d'un individu l'appauvrissent, se minimisent, glissent au plan du jeu et de la fiction, dans la mesure où se multiplient autour de cet individu les excitations artificielles. On ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier, impunément, ou rester indemne face à tout cela. L'homme, à ce moment-là, alors vous voyez, c'était intéressant parce que nos psychologues d'entreprise, eux, voyaient une image de type plutôt diététique, l'infobésité, anti-diététique, je dirais même. Ici, c'est plutôt une image, une métaphore de type économique, l'inflation, la fausse monnaie. Et c'est très intéressant, parce que voici ce qui dit en filant un peu cette métaphore. L'homme n'a plus d'âme.
à prêter aux réactions innombrables que l'ambiance lui arrache. Tiraillé, sollicité en tous sens, il se réfugie sur le seul plan où ses capacités de réaction soient presque indéfinies, celui de l'automatisme et du rêve. Là, il est inépuisable, en réaction vide et frelatée, comme la planche à billets est inépuisable en fausse monnaie. Et vous savez ce que c'est que l'inflation? Si vous ne le savez pas, Thibon vous le donne, vous le rappelle. À ce degré, on peut se disperser presque sans limite, vibrer à tous les souffles, servir d'écho à tous les bruits. C'est à la surface. Ça ne pénètre pas dans les plumes du canard. L'activité extérieure et les sentiments ne comportent plus cet engagement profond, ce don épuisant de tout l'être propre à l'action authentique, à l'action humaine. Que reste-t-il alors à cet homme? Eh bien, il est dans la situation économique qui peut-être nous guette, une ruine masquée d'inflation. Mélange impur de vraie pauvreté, psychologique ici s'entend, et morale, et de fausse opulence, technologique et imaginatique, fantasmatique si vous voulez. Et Thibon résume cela en 2 mots, la misère menteuse. Cette démarche est déjà un petit peu plus satisfaisante pour nous parce qu'elle nous permet d'avancer un peu mieux. On se dit là, oui, on commence à réfléchir. Mais il faudrait aller un petit peu plus loin. Et là, maintenant, je vais m'adresser alors à un autre auteur, Marcel Decotte, dans l'Intelligence en péril de mort, qui va, je pense, relayer l'analyse que nous propose Thibon, et peut-être nous donner la vraie raison. Je m'arrête à ce mot, n'est-ce pas, misère menteuse. On a effectivement une inflation, trop d'un côté et peu de l'autre. Trop de sollicitations et peu de contenu véritable, réaliste. C'est cela qui est intéressant, c'est de voir qu'on vit à la surface, on vit dans le fantasmatique, il dit bien, le rêve, le songe. Mais est-ce qu'il y a cette connaissance réelle? Est-ce qu'il y a cette pénétration du réel? Est-ce qu'il y a cette fécondation de l'intelligence par le réel? Je vous parlais de l'abstraction tout à l'heure. Non. On vit à la surface. On est dans le fantasmatique, c'est-à-dire le bovarisme, si vous voulez. Madame Bovary, qui se gavait de ses romans faciles, de la littérature ferroviaire. Et ou cette belle analyse, très bonne analyse, que fait Decotte à la fin de l'Intelligence en péril de mort, de ce chapitre des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, connu dans l'histoire de la littérature sous le nom de Sylphide de Chateaubriand, le fantôme d'amour. Un amour fantomatique, fantasmatique et fantomatique. Il crée cette femme de rêve, avec des éléments disparates. Une femme en kit, ou en Lego, comme vous voudrez. On peut lui changer la couleur de ses yeux, la forme de sa bouche, comme on veut. Seulement, on s'aperçoit à un moment qu'elle n'existe pas. C'est ça, la misère menteuse. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cela? Et il faut demander à Decotte de nous aider un petit peu à comprendre, lui qui est authentique thomiste, d'aider à comprendre comment cette psychologie sans âme est très frustrante, et comment la psychologie qui, elle, réintroduit bien la métaphysique, qui réintroduit l'âme, qui réintroduit les fonctions de l'âme, qui réintroduit les principes dont nous avons besoin, rien dans l'intelligence qui ne soit pas passé par le sens, avec l'abstraction, rien n'est voulu s'il n'est d'abord connu, cause efficiente, finale, tout ça, comment avec cela on peut avoir une solution qui ne soit pas un placebo. Decotte, dans son Intelligence en péril de mort, vous le savez, explique que le problème de l'homme moderne, c'est de s'enfermer, n'est-ce pas, dans ses idées, et que ces idées
se déconnecte du réel. C'est-à-dire qu'il... alors je vais prendre, bien sûr je peux vous faire, si vous voulez, un petit exposé, mais je ne sais pas si c'est pédagogiquement et psychologiquement prudent à cette heure-ci de la journée. Je peux très bien vous faire quelque chose sur l'imagination, le fantasme, l'intellect patient, l'espèce appresse, l'intellect après agent patient, l'espèce express, le concept, le verbum mentis, le verbum oris. Vous êtes déjà tous morts, je m'arrête. Je vais vous donner une autre image beaucoup plus courte, tirée de Descartes. Prenons le mot concept, étymologiquement. Qu'est-ce que cela signifie? Concept, conception. Pour qu'il y ait conception, il faut qu'il y ait union. Pour qu'il y ait conception, il faut qu'il y ait les noces du réel et de l'intelligence. Et il faut en clair que le réel féconde l'intelligence. L'intelligence qui pense pouvoir se suffire à elle-même, qui pense pouvoir produire elle-même son objet, qui peut produire un objet à son image et à sa ressemblance, sans être fécondée par le réel, au niveau biologique, ça n'est pas une conception. Donc ça n'est pas un concept. Cette intelligence autosuffisante est plutôt victime d'une forme de grossesse nerveuse. Elle n'est pas fécondée par le réel. Tout est là. C'est ça le réalisme. Et vous voyez très bien ce que c'est donc, à contrario, que l'idéalisme, le subjectivisme. Vous imaginez bien que ce concept, qui n'est pas fécondé par le réel, donc qui n'a pas cette dimension réaliste, est justement un concept vide ou pauvre, puisqu'il n'est pas alimenté, il n'y a pas cette pénétration du réel, donc il n'est pas alimenté par cette source objective réelle, il est subjectivement pauvre. Et ça ne peut pas être autrement. Et là, Descartes explique que pour revitaliser ces concepts déconnectés du réel, le moderne, l'homme moderne, se tourne vers son imagination. Et lui demande, comme le disait au fond de Thibon, lui demande j'allais dire, cette espèce d'excitation qu'il n'a plus puisqu'il n'est plus en contact avec la réalité des choses. Je vous lis ce passage, et à ce moment-là, on commence à entrevoir un petit peu ce que c'est que cette richesse menteuse, une fantasmatique. Ici, nous dit Descartes, je ne cherche pas à créer un suspense qui sera fatal au plan cardiaque, mais je recherche ma citation, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez après. Merci. Ce qu'il nous donne, mais de toute façon je peux vous le citer de mémoire, ce n'est pas grave, il montre, n'est-ce pas, qu'elle va se tourner vers son imagination. Elle va lui demander ce qu'elle ne peut pas, toujours en tirant ça de son propre. Alors, à ce moment-là, ça n'est pas, à proprement parler, une imagination créatrice, elle ne peut pas vraiment créer son image, elle est plutôt combinatrice. Elle va prendre à partir, comme Chateaubriand avec sa femme antique, il va prendre des éléments de ci, de là, cas un cas, et il va essayer de fabriquer. Mais il aura toujours cette satisfaction
morbide d'être l'auteur de sa connaissance qui n'est pas fécondée par le réel. Ça veut dire qu'il aura cette satisfaction morbide de ne pas être à l'école du réel, de ne pas être à l'écoute du réel. Il aura la satisfaction de ne pas être, lui, un subjectum, c'est-à-dire un sujet soumis à un objet qui s'impose devant lui. Il n'aura pas à se soumettre. C'est typiquement la modalité. C'est une forme de pathologie. Vous allez me dire, mais est-ce que vous n'exagérez pas? Pas du tout. Vous avez plusieurs auteurs qui ont absolument reconnu cela. Vous avez en particulier ce sociologue, d'ailleurs, Alain Ehrenberg, auteur d'un ouvrage au titre extrêmement intéressant, La fatigue d'être soi. On est fatigué d'être soi, et il considère que la dépression est une maladie de l'autonomie. L'autonomie, c'est ça, c'est bien ça, c'est vivre en autarcie, c'est être auteur de cet objet, de ne pas être fécondé, de ne pas être à l'écoute à l'école. C'est l'autonomie, c'est ça la modernité. Ne pas avoir une cause efficiente dont on dépend, ne pas avoir une cause finale extrinsèque qui nous est imposée, on est là, soi, un roi. Eh bien, ça se paye. Ça se paye psychiatriquement. Le solipsisme est quand même une maladie. Et Ehrenberg n'hésite pas à dire c'est une pathologie, c'est ce qu'il appelle la maladie de l'autonomie. Vous ne me croyez pas, lisez aussi, alors chez cet autre sociologue, Marcel Gauchet, dans son ouvrage sur le désenchantement du monde, la sortie du religieux, il dit lui-même que la modernité fabrique une société psychiquement épuisante. Elle est psychiquement épuisante parce qu'elle est ontologiquement épuisée. Elle n'est pas en relation avec l'être réel, elle est épuisée, elle se donne un surcroît de surexcitation avec l'imagination, le fantasme. Et c'est là peut-être d'ailleurs qu'il faudrait s'interroger sur cette technologie. Qu'est-ce que c'est que ces images fantasmatiques qui nous sont proposées par les clips, le virtuel et que sais-je. On sort bien souvent d'ailleurs là du monde réel. Mais on voit toujours, n'est-ce pas, au fond, une imagination artificielle qui nous est proposée et qui vient soutenir un être qui est anémié. Encore une fois, il est anémié parce qu'il se coupe de sa source d'alimentation, tout simplement. Nous sommes faits pour être alimentés, nous sommes faits pour être fécondés par le réel. Et il n'y a pas d'autre solution. Mais vous allez me dire, vous êtes allé chercher là 2 auteurs. J'en prends un autre, un troisième. Un épicurien, un rationaliste, 19e, 20e siècle, Anatole France. Oui, Anatole France lui-même a reconnu qu'il y avait quelque chose de dramatique dans cette modernité. Je vous lis ce passage. C'est la force et la bonté des religions d'enseigner à l'homme sa raison d'être et ses fins dernières. On pourrait dire cause efficiente, cause finale, cause formelle. Quand on a repoussé les dogmes de la théologie morale et aussi déjà la métaphysique naturelle, comme nous l'avons fait presque tous en cet âge de science et de liberté intellectuelle, c'est un contemporain de Théodule Ribot, il ne reste plus aucun moyen de savoir pourquoi on est sur ce monde et ce qu'on est venu y faire. Le mystère de la destinée nous enveloppe tout entier dans ses puissants arcanes. Et il faut vraiment ne penser à rien pour ne pas ressentir cruellement la tragique absurdité de vivre. C'est là, dans l'absolue ignorance de notre raison d'être, qui est la racine de notre tristesse et de nos dégoûts. Je reviens à la question que je posais. Ils nous disent qu'ils sont positivistes, ils nous disent qu'ils sont scientistes, ils nous disent qu'ils n'ont pas envie de la métaphysique. Et je leur réponds, oui, vous n'en avez pas envie, mais vous en avez besoin.
Votre envie subjective ne nous intéresse pas. Je pense que vous devriez en revanche, vous intéresser à vos besoins objectifs. Et là, on a peut-être une introduction à une forme de réhabilitation de la métaphysique, la psychologie métaphysique, de celle que nous avons entreaperçue là très rapidement. Mais vous voyez, j'ai voulu plutôt que de vous faire un exposé un petit peu didactique et soporifique, j'ai voulu le mettre en perspective et dire, voyons cette métaphysique sur un problème particulier, l'infobésité, le surmenage affectif, qu'elle fasse ses preuves, qu'elle nous dise ce qu'elle peut nous apporter. Et on voit effectivement qu'elle a des solutions, qu'elle a des remèdes. Je pense donc que la réponse, et ce sera ma conclusion, parce que je pense qu'il faut que je conclue, n'est-ce pas? C'est ce que vous êtes en train d'écrire, n'est-ce pas, sur votre petit papier. À celui qui me dirait « mais je n'en ai pas envie », je lui réponds « vous en avez besoin ?» Et il me dira « mais je n'en ai toujours pas envie ». Alors, de deux choses l'une, ou vous vous laissez effectivement soigner par le réel, par un retour au réel, puisque la métaphysique c'est ça, l'ontologie c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ou alors, il existe une autre solution que je n'ose pas envisager. On vous laisse exploiter au maximum les conséquences ultimes de la modernité, cette pathologie de l'autonomie. Alors vous illustrerez l'évolution régressive. Vous vous animaliserez, vous vous végétaliserez, vous vous minéraliserez. Amen.